Bonjour, Pierre-Michel Chancrin, consultant cloud de chez Ipon Technologies. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sécurité et l'optimisation des coûts dans le cloud Azure, ce sont vraiment deux sujets qui sont importants lorsque l'on fait du cloud, faire de la sécurité et savoir gérer ses coûts. Dans un premier temps, nous allons voir la gestion des coûts dans Azure. Donc, quels sont les outils que nous propose Azure pour justement suivre notre consommation? Pourquoi? Parce que d'abord, un abonnement Azure ne requiert aucun coût initial. N'importe qui peut créer son environnement Azure. L'offre gratuite nous propose un crédit de 200 euros à consommer pendant un an. Donc on a un an pour consommer et tester les différents produits que propose Azure. Cette consommation n'est bien sûr pas plafonnée, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au suivi des budgets, au suivi des coûts. Azure n'applique pas de limite, pas de quota. Par contre, ces quotas, on peut les augmenter, faire une demande de ticket pour augmenter nos quotas. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, nous sommes ici, on clique sur le petit point LED en fait, Help and Support. Ensuite, on fait une demande de support. On spécifie quelle est la demande, qu'est-ce que ça concerne, donc notamment des quotas que l'on veut pouvoir augmenter. On spécifie notre souscription et on choisit ensuite quel type de quota on veut pouvoir augmenter. En règle générale, c'est des quotas concernant les VM où je veux pouvoir augmenter le nombre de VM qui a tel CPU, voilà, qui est dimensionné de telle ou telle manière. Voilà, par exemple. Ensuite, on fait Next. Azure nous propose des recommandations. On spécifie ce que l'on souhaite faire. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on peut être appelé aussi. Donc, sur le support en français, en anglais, par mail ou par téléphone. Quel type de VM est concerné par notre demande de quota. Quelle région aussi est concernée par notre demande de quota. Donc, ici, notamment, c'est France centrale. Je spécifie mon quota, je fais save en continu et ça valide ma demande de ticket. Le paiement dans le cloud est basé sur la consommation. C'est-à-dire que je prends un produit, je le consomme pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, etc. Ou par jour aussi, suivant les ressources que l'on prend. Au niveau de la facture initiale, bon, il n'y a aucun frais d'annulation, hein, je peux annuler une ressource sans frais supplémentaires. Comme je viens de vous le dire, je suis facturé à l'heure, à la minute, ou même à la journée, suivant le type de ressource. Je paie à l'utilisation. Et effectivement, là, la grande difficulté, c'est d'estimer ses coûts. Comment est-ce que je peux estimer mes coûts dans le cloud Azure? Comment je peux savoir, enfin, de prévisionnel, comment est-ce que je peux anticiper aussi mes coûts? C'est des choses que nous allons voir. Et pour ça, en fait, ce que nous met Azure à disposition, c'est l'outil donc de gestion des coûts qui s'appelle Cost Management, qui nous permet justement de définir un budget, de suivre des coûts, de pouvoir anticiper des coûts en se disant, effectivement, mon infrastructure, si elle continue comme ça, à grossir de cette manière-là, ça me coûtait tant dans tant de temps, de faire du prévisionnel. Je peux bien sûr télécharger mes factures et j'ai aussi la possibilité de pouvoir connecter mon cloud AWS pour suivre la consommation de mes ressources AWS dans le cloud Azure via l'outil donc de gestion des coûts, Cost Management. C'est ici ça se passe. Donc, je suis dans mon portail Azure. Je vais donc dans Cost Management. Je vais dans Cost Management. Et cette vue me permet donc de visualiser l'ensemble de mes coûts et de faire du prévisionnel. Donc, premièrement, donc, quand je vais dans Cost Analysis, je vais avoir des graphes qui vont me permettre justement de voir combien me coûte mon cloud. À l'heure actuelle, donc mon coût, ça me coûte 400 euros. Grosso modo, si je continue à grossir de cette manière-là, ça me coûtait 625 euros, à une date qui sont définies ici. Donc voilà, au 28 septembre, si je continue à grossir, voilà combien ça va me coûter. Comment est-ce que je peux voir mes coûts? Là actuellement, mon service bus me coûte 234,65 euros. J'ai une VM qui me coûte 116,71 euros. Je clique dessus, de façon à avoir plus d'informations par rapport par rapport à ma gestion des coûts. Dans quelle région? Donc France centrale. Quel est le ressource groupe qui me coûte le plus? J'ai aussi une vue par ressource groupe.
Donc, en l'occurrence, c'est mon cluster Kubernetes là, qui m'a coûté de l'argent, que j'ai arrêté donc le 24 septembre. Donc effectivement, là, hop, vu que mon ressource groupe a été supprimé, effectivement, ben, voilà, j'ai la consommation par rapport à ce ressource groupe depuis le moment où je l'ai créé jusqu'au moment où je l'ai supprimé. L'intérêt des labels aussi, c'est de pouvoir suivre nos objets et de savoir à quoi ça correspond. Parce qu'effectivement, là, j'ai un ressource groupe, mais j'en sais pas plus en fait. Je ne sais pas qui est le propriétaire, je ne sais pas qui a créé la ressource. Et pour cela, en fait, il faut juste que je fasse que je mette des labels et donc ça s'appelle ici chez Azure des tags. Pour savoir, donc, chose que je n'ai pas faite. Mais qui permet de voir effectivement, bah, si je tag owner, de voir par exemple si telle personne a créé cette ressource. Je pense, il n'y a pas de value là-dessus. Je peux aussi créer des alertes en cliquant sur Cost Alert. Voilà. À l'heure actuelle, donc, j'ai créé une alerte qui me dit que si je dépasse mon budget de 5%, donc à l'heure actuelle, mon budget, j'ai mis une limite à 300 euros, je la dépasse de 5%, je vais recevoir donc une alerte par rapport à ma souscription. Pour créer une alerte, je clique sur Add. Je donne un nom à mon alerte, donc on va l'appeler par exemple GPM. Donc je crée une alerte sur un mois, entre septembre et on va dire par exemple octobre. Le premier c'est très bien. L'alerte, je vais me faire un plafond donc à 500 euros par exemple. Je clique sur Next. Donc si mon budget dépasse par exemple de 10%, la somme, donc 50 euros forcément, vu que j'ai mis un budget à 500 euros. Hop, oui, il faut que je mette un email. Un email Ypon. Hop. Mode de faute language, je vais en mettre France, allez. Hop. Et je fais create. Voilà, ma ligne de budget a été créée. Elle va apparaître. Voilà, budget PM est ici. Pour l'instant, je suis à 0. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Advisor recommandation. Advisor recommandation va vous permettre de faire des recommandations sur votre cloud. Comment est-ce que vous pourriez mieux encore optimiser le budget enfin, votre consommation? Là, clairement, Azure m'indique que si j'utilise des machines réservées, je vais pouvoir faire une économie assez conséquente. Grosso modo, une économie de 2000 euros sur un an pour 6 VM. Donc cette alerte-là était faite hier. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je... Donc, bien sûr, je peux exporter mes recommandations au format CSV ou au format PDF. Je clique dessus et j'ai mes headers qui apparaissent, voilà, donc clairement. Sous un format qui est assez sympa, ce qui permet vraiment de pouvoir montrer des choses que vous pouvez montrer à votre direction en disant voilà, effectivement, Azure, voilà ce qu'ils me disent, ils me recommandent de faire telle ou telle chose pour justement économiser du budget. Format CSV, voilà, c'est un peu moins clair, mais c'est du CSV. Ensuite, je peux télécharger mes factures. Voilà, ma dernière facture, effectivement, je peux la télécharger. Donc elle n'est pas. Hop, je clique dessus et je ma facture que je peux pouvoir télécharger. Ou je peux aussi la recevoir par email, la transférer. Par contre, il faut avoir un droit à l'heure actuelle, donc il faut avoir un droit qui vous permet justement de pouvoir visualiser les factures et de pouvoir les télécharger. Ce sont des rollers back. Ensuite, je peux spécifier la méthode de paiement, pareil, bon, ça c'est le passant en gestion qui gère votre souscription qui doit pouvoir spécifier la méthode de paiement. Je peux aussi bien sûr acheter des machines réservées, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va nous permettre, nous, si on les utilise, de pouvoir faire des économies intéressantes.
Et bien sûr, ce qui est assez intéressant, c'est la partie connecteur AWS. C'est que je peux, maintenant, c'est assez récent, je peux rajouter mon environnement AWS sur Azure pour suivre la gestion des coûts de mon environnement AWS sur une seule et même console. C'est qui est relativement intéressant. Pour ça, donc, je spécifie donc, je donne un nom, hein, clairement, à mon connecteur. Je spécifie mon tenant, quel tenant sera concerné par ce rajout, la souscription, le rôle ARN. Donc le rôle ARN, ce sont les informations de votre environnement AWS que vous voulez rajouter, interconnecté avec votre compte Azure. Je valide et je configure mon connecteur. Lorsque vous recevez lorsque vous dépassez effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure, le budget concerné, vous recevez une alerte qui vous dit voilà, attention, vous avez trouvé votre budget, donc le de 2000 euros, vous êtes actuellement à donc à 1000 euros. Donc le threshold, c'était la limite, la notification est à 1000 euros. Donc j'ai dépassé de 83,12 € ma, ma limite. Comme on a vu tout à l'heure, en fait, on peut faire des filtres sur la vue coût et facturation. Je peux faire un filtre donc sur un type de ressource, sur un groupe de ressources, sur un label, donc les tags, comme on a vu tout à l'heure. L'intérêt des tags, c'est de savoir qui est le honneur de telle ressource groupe, de tel projet. On peut faire un filtre sur la région Azure, enfin c'est qu'on nous intéresse, donc nous on a fait tout à l'heure le filtre sur la région France, ou sur un ID de ressources, ou sur un service autre. Maintenant, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il est intéressant de pouvoir anticiper les coûts. Effectivement, vous allez chez votre client vous dit, je veux aider en cloud, je veux pouvoir donc mettre mon infrastructure que j'ai actuellement dans le cloud Azure, combien ça va me coûter? Et pour ça, en fait, Microsoft, ils ont développé ce qu'on appelle une calculette Azure, donc c'est un site web qu'on va découvrir ensemble, qui nous permettre de voir comment effectivement je peux anticiper mes coûts sur Azure. Donc c'est simple, hein, Azure.microsoft Pricing Calculator. Donc on a différentes choses qui sont classées. Donc tout ce qui est calcul, donc les ordinateurs, les machines virtuelles, les batchs, les Azure fonctions, vos VNet, donc Azure DNS ou autre. Front door, tout est déjà sélectionné, tout est visible en fait. Il y a juste à cocher les cases. Donc par exemple, je prends un compte de stockage. Je l'ai rajouté à mon infrastructure. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va rajouter une petite VM aussi, notre infrastructure. Hop, c'est rajouté. On a des conteneurs. Tiens, un cluster AKS. Ah. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, tout apparaît en dessous, voilà. Donc là, j'ai ma VM qui est sélectionnée. Donc la région, donc région France, très bien. Mon système d'exploitation, Windows ou Linux. Je tiens un Windows SQL Server en standard. Ensuite, comment est-ce que je peux faire les économies? Bah déjà, bien dimensionner sa VM. Alors ici, j'ai bien deux processeurs, 8 Go de RAM. Je peux choisir autre chose. Le choix se fait en fonction du besoin. De quel type de VM votre client a besoin pour son infrastructure. Bien dimensionné, ça va avoir une notion sur ça a un impact sur les coûts. Bon, là, notre cas, non, c'est un exemple, on prend celle-ci, ça ça fera très bien. Hop, voilà, donc le Ubuntu standard, par exemple, très bien. Donc on sélectionne ses VM, on choisit, voilà, donc là, j'avais besoin d'un Azure DNS, par exemple. Je prends Bastion, je mets une application gateway, je vais avoir Azure Monitor pour justement suivre les coûts. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que derrière, on voit le type de calcul. Comment est-ce qu'on va payer notre service manager? Et à la fin, nous avons donc un calcul qui apparaît. Voilà. Donc là, notre infrastructure actuelle va me coûter donc 3000 euros. Donc vu que c'est 3000 euros par mois. Et l'intérêt derrière, c'est de pouvoir le partager. Donc je peux l'envoyer donc à quelqu'un, je peux l'exporter au format Excel. Et ça me permet d'avoir vraiment un coût, d'avoir une idée de combien va me coûter mon infrastructure lorsque je vais la déployer, lorsque je vais l'utiliser.
Donc si je fais, voilà, utilisation, réservation 1 an, par mon compte de stockage, les coûts sont différents. Alors, les bonnes pratiques en matière de gouvernance, c'est bien d'avoir cette gestion des coûts. Par contre, effectivement, il faut mettre en place une certaine gouvernance pour justement être certain que les process sont bien respectés. Lorsque je crée une ressource dans Azure, j'aurai telle nomenclature. J'aurai bien tel tag, tel tag, tel tag qui seront bien sélectionnés de façon à savoir à quoi ça correspond. Avoir une organisation logique des ressources, ça c'est vraiment important. Qu'est-ce qui est marqué aussi? Attention aux coûts qui peuvent différer suivant les régions, effectivement. Si je suis en région France, je vais quand même payer plus cher que si je suis en région Est-US. Pourquoi? Parce que c'est une région qui est beaucoup plus récente. Et ça coûte plus cher aussi, la gestion de l'électricité, etc. Donc vraiment faire attention aux régions. Utiliser des labels, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour justement savoir à quoi correspondent telle ou telle ressource. Tout à l'heure, on a vu Azure Advisor. Azure Advisor va vous permettre justement de dire, de suivre des bonnes pratiques, de faire des recommandations par rapport à la gestion de vos ressources. Effectivement, bah, si je suis telle ou telle recommandation, bah, je vais pouvoir payer moins cher mes VM. Notamment si j'utilise des machines réservées, si je fais des machines réservées pour 3 ans. C'est des machines qui ont besoin d'être tout le temps allumées. Utiliser des machines réservées me permet de faire des économies entre 20 et 40%, donc ce qui est relativement important. Azure Hybrid Benefit va vous permettre aussi d'utiliser vos licences que vous avez achetées on-premise, de pouvoir les utiliser et les transposer dans le cloud. Là, pareil, il faut aussi faire des économies au niveau de la gestion des licences. Sélectionnez aussi la bonne région pour la gestion du coût, des trafics entre vos différentes instances. Bien utiliser, enfin bien, lorsque vous prenez une VM, en fait, sélectionnez la bonne taille pour justement pas faire des coûts trop excessifs par rapport à la taille de vos CPU, de votre mémoire ou de votre disque. Pensez aussi à éteindre vos VM la nuit. Effectivement, ça pourrait faire aussi certaines économies. Vous continuerez à payer le stockage, mais la VM et les ressources de la VM, elles ne seront pas facturées. Donc, bien dimensionner aussi vos services managés, la taille de votre gateway, votre niveau par rapport à votre VPN, la taille de votre base de données SQL par exemple. Ou aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de repenser votre infrastructure. Effectivement, vous avez déjà créé votre infrastructure, vous utilisez des VM, etc. Vous pouvez aussi utiliser donc des ressources, des microservices, AKS par exemple, qui va peut-être vous coûter moins cher pour la création de votre application, par rapport à votre application qui est déployée dans le cloud. Aussi une bonne pratique qui est, au lieu d'utiliser différentes VM avec une IP publique, utilisez un load balancer avec une seule IP publique. Ce qui permet derrière de rediriger le trafic sur vos VM qui elles seront derrière avec une adresse IP privée. Une IP publique coûte cher lorsqu'elle n'est pas utilisée notamment. Bonne pratique au niveau du stockage, effectivement, utilisez le bon type de redondance. Donc lorsque vous avez des données que vous n'utilisez plus, mettre en place, les déplacer sur les archiver vous coûteront beaucoup moins cher que de les avoir sur un blob storage toujours actif. Voilà. Donc supprimez aussi les données qui ne servent à rien. Ça, faut pour les économies à ce niveau-là. Bien dimensionner vos storage accounts. Le type de disque aussi, standard premium, SSD ou HDD, suivant vos VM. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un SSD pour telle ou telle application? Utilisez un CDN pour le cache de vos fichiers statiques. Donc, si vous avez un site web qui est hébergé, effectivement, au lieu de toujours faire appel à la VM qui a le fichier, faire appel à un cache qui, lui, a le fichier directement, vous permet donc d'offrir une meilleure qualité de service à vos clients, mais aussi de faire des économies de coûts par rapport au trafic vers ce fichier statique à chaque fois que vous remonterez. Donc, il y a aussi Azure Security Center, donc, qui est pour moi vraiment la source de la solution de sécurité qui est vraiment top, qui est gratuite pendant 30 jours. Donc, ça vous permet aussi de voir un petit peu, bah tiens, j'ai tel ou tel service qui est activé, ou enfin voilà. Si j'utilise Azure Security Center, qui coûte une solution qui coûte quand même cher, je ne suis pas obligé d'utiliser toutes les options que me propose Azure Security Center. Je peux très bien désactiver certains checks qui me permettront de faire des économies. Parce que Azure Security Center, en fait, vous le payez au nombre de serveurs qui sont déployés dans le cloud, au nombre de services managés qui sont déployés dans le cloud. Donc si vous désactivez ces options que vous n'utilisez pas, en fait, vous pourrez faire certaines économies. Ou qui, pour vous, n'ont pas d'intérêt.
Et donc maintenant, ce qui nous amène donc vers la deuxième partie de de ce talk, en fait, qui concerne la sécurité dans le cloud Azure. Comment est-ce qu'on peut mieux gérer notre sécurité dans le cloud? Donc tout d'abord, le cloud est pourquoi est-ce qu'on va dans le cloud? On va dans le cloud pour faire le traitement de la donnée. Donc cette donnée peut être sensible, elle peut être soumise à certaines législations. Il n'y a que certaines personnes qui ont le droit d'accéder à cette donnée qui est hébergée dans le cloud. Et en fait, où la sécurité aussi doit être une préoccupation première et doit être définie by design. Et donc là, on arrive dans la logique vraiment DevSecOps. Je suis en mode DevOps, je déploie en continu. Et là, je mets aussi, sur ce déploiement continu, je rajoute la notion de sécurité. On peut même maintenant parler de DevSecFinOps, parce que derrière, on rajoute aussi la gestion financière dans le déploiement d'applications. Donc effectivement, alors, j'ai marqué, il faut identifier les menaces de la conception. C'est lorsque je déploie une solution dans le cloud, je dois me dire comment est-ce que cette solution est sécurisée et comment faire en sorte derrière qu'on ne vienne pas m'attaquer par ce que je viens de mettre en place en fait. Donc la sécurité doit faire partie intégrante de l'application dès le départ. Et surtout, c'est pas un frein de développement. Souvent, j'entends les développeurs dire non, la sécurité, je la mets après parce que justement, ça va me bloquer dans mon développement. Non, la sécurité, on la met en même temps qu'on développe. On y pense en même temps. Elle doit être définie by design. Prévoir des tests de pénétration à la fin du développement, effectivement, bah, j'ai fini mon développement. Je vais m'assurer que mon développement est bien sécure. Donc, je vais faire des tests de pénétration à ce moment-là. Aussi, donc, des tests devront être faits régulièrement afin d'éviter de nouvelles menaces de sécurité. Donc, effectivement, ce qu'on appelle le cycle de vie de la sécurité. C'est-à-dire que lorsque je déploie, je m'assure que ça fonctionne, que je suis bien sécure. Et ça en continu, en fait. Donc, au niveau de l'infrastructure, effectivement, Microsoft gère la sécurité du cloud, ceux qui gèrent la sécurité de leur data center, mais c'est à nous, en tant que pour nous ou à nos clients, de gérer la sécurité dans le cloud. La sécurité dans le cloud, c'est via des rollerback, c'est via du chiffrement, c'est via tous ces outils qui nous permettent de sécuriser notre infrastructure qui est mise en place dans le cloud. Donc chiffrement des données en repos, chiffrement des données en transit, et une surveillance active de la sécurité. Donc là, c'est ce qu'on verra avec Azure Security Center qui nous permettent de faire cette notion de sécurisation active et d'audit. Donc notre sécurité, on peut la faire donc à la sécurité IaaS, donc infrastructure as a service. Donc pour ça, on déploie des ressources. Je déploie des ressources dans le cloud, des VM. Je les sécurise via des Network Security Group. Les Network Security Group, ce sont des firewalls qui peuvent être mis en place devant une VM, devant un VNet, devant un subnet, pour filtrer les flux. Donc soit via des ports, soit via des adresses IP ou des protocoles. Lorsqu'on met ça en place, ce qui est bien aussi derrière, c'est voilà, de configurer le firewall d'AVM en adéquation avec le Network Security Group. Si j'autorise que tel port sur mon security group, pour ma VM, je fais en sorte que ma VM, je n'ai que ce port-là qui soit enfin, qui soit activé au niveau de mon pare-feu. Voilà, pare-feu de la VM, Linux ou Windows. Il y a aussi le pare-feu Azure, donc là, ce qui vient avant le Network Security Group, qui va nous permettre de mettre en place, de configurer nos services managés. Par exemple, je ne veux que tel service managé soit accessible par tel VNet, tel subnet, tel VM. Et c'est vrai que le Firewall Azure est vraiment très simple à configurer, il est sécurisé, il est redondé, et il fonctionne en complément de tous les autres services qu'on peut trouver, par exemple une application gateway, qui elle va me servir qui va me permettre de rediriger le trafic vers mon cluster AKS. Ben, je peux me mettre entre mon cluster AKS et mon application gateway, donc mon Azure Firewall. Et aussi, donc, il fonctionne par des labels. Donc, ce qui est assez simple, c'est je configure mes labels par rapport à mes différents environnements. Mes labels, eux, vont apparaître au niveau de mon Azure Firewall pour dire, bah, tiens, hop, vers tel label, eux, je autorise tel ou tel trafic. Et bien sûr, il faut faire attention de ne pas engendrer enfin, pas créer non plus trop de règles, parce que trop de règles engendrent une maintenance excessive. Et là, c'est là qu'on peut avoir des soucis au niveau de sécurité, quoi. Parce qu'on on sait plus quoi mène à quoi. Là, je vais vous montrer un petit peu un Azure Firewall et surtout Network Security Group. Donc j'ai une VM qui va être créée. J'ai une différentes virtual machines. Voilà, qui s'appelle PMC Ubuntu.
PubSubUtu, qu'est-ce qu'il a? Donc il a sur un VNet. Tac. Je vais voir réseau qui est ici. Et je monitor security group qui doit être là. Bon, si on va créer directement créer un network security group, c'est plus simple. Voilà. Est-ce que je peux y accéder ou pas? Voilà. Donc là, j'ai mon network security group qui a été créé. Alors celui-ci, c'est un NG qui est créé par défaut. Voilà, par défaut. Lorsque vous créez une VM, automatiquement vous créez un network security group. Et sur ce NG, en fait, il y a des ports qui sont déjà définis. Les ports, donc c'est 65 000, 65 001, 65 500, etc. Bon, ils sont en fin de liste. Et ce qui vous permet, vous, derrière, de pouvoir créer des règles. Tiens, j'autorise, j'ai créé une nouvelle règle, donc j'ai besoin, sur mon application qui est hébergée sur cette VM, d'ouvrir le port 8080 par exemple, ou le port 8000. Voilà, le port 8000. Depuis quoi? Depuis n'importe où. À destination, donc NI, par rapport à SNDG, donc forcément derrière j'ai qu'une VM. Mais derrière, je peux spécifier des choses, je peux spécifier par exemple uniquement un VNet, uniquement, ou un application security group qui va être un regroupement en fait de VM qui ont les mêmes configurations. Je choisis ensuite mon protocole, la priorité 100. Donc plus ça arrive en haut de priorité, plus c'est priorisé en fait. Donc on peut être 200 ou 300, etc. Et le port qui arrivera au-dessus, la ligne qui arrivera au-dessus, elle sera plus prioritaire. Je donne un nom aussi, un nom explicite. Dire bon, donc c'est l'application Toto. Hop. Donc et un petit commentaire, l'application de test. Voilà. Et mon application arrive ici. Avec le protocole que j'ai défini, source destination. Donc là c'est inbound, donc c'est les flux entrants, et derrière j'ai aussi les flux sortants. Donc je peux dire bah effectivement il n'y a que ces flux-là, vers telle destination, qui sont autorisés au niveau de mon application. Donc la sécurité au niveau de l'application. Effectivement, il y a des règles qui sont assez importantes, ce sont les règles airbag, dire bah, effectivement, il y a que je suis sûr que telle personne avec ce rôle-là peut accéder à mon application. Ça, c'est important de mettre en place cette gestion des rôles. Aussi, vérifier aussi l'identité de l'utilisateur. Bah voilà, l'utilisateur il se connecte avec un MFA. Voilà, donc il rentre en login, il rentre en mot de passe, il rentre un code personnel qu'il reçoit sur son téléphone, sur un mail ou autre, ou avec un petit token, et pour qu'il puisse se connecter lui sur cette application. Donc ça, c'est vérifier l'identité de l'utilisateur, c'est important. Vérifier les permissions, c'est ce que je viens de vous dire avec le roller back, et la confidentialité des flux. Je suis sûr que mon utilisateur qui se connecte depuis chez lui vers l'application qui a été hébergée dans le cloud, le trafic entre l'utilisateur et l'application est un trafic qui est chiffré. Personne ne peut récupérer ce trafic, ne peut pirater ce trafic, j'ai envie de dire. Pour, pour filtrer cet échange, on peut utiliser donc des clés symétriques ou asymétriques, des clés uniques ou des clés de paires de clés, la symétrique étant bien plus sécurisée car c'est vraiment un échange de clés qui s'effectue pour justement crypter, chiffrer ce trafic. On peut aussi utiliser un certificat. Le protocole TLS qui est maintenant utilisé pour sécuriser les applications web. Surtout pas utiliser de certificat auto-signé. Ça, c'est ce qu'on faisait avant, ça c'est fini, c'est banni. On ne veut plus utiliser de certificat auto-signé. Un certificat est signé par une autorité de certification qui, elle, nous garantit que le certificat est bien un certificat qui est bien clair, propre, et que derrière notre flux est bien, lui, sécurisé. Ça, c'est important. Tout à l'heure, je parlais d'Azure Security Center qui nous montrait des bonnes pratiques. Je vais revenir sur mon portail Azure. Ce qui est assez intéressant sur Azure Security Center, c'est qu'il va me dire quoi? Il va me dire qu'effectivement, là, par exemple, tout à l'heure, je parlais du MFA, il va nous remonter, effectivement, s'il y a des comptes qui n'ont pas de MFA activé.
Voilà. Le conditional access. Le conditional access, c'est pour nous, ça nous dit en fait au niveau d'Azure, et ben voilà, cette personne-là, dans tel groupe de dans tel groupe, peut se connecter depuis tel IP ou vers tel IP avec un token MFA. Et ce token MFA est important à mettre en place. Il faut que le double notification doit être un prérequis pour toutes les personnes qui se connectent dans le cloud, dans votre cloud Azure. Mettre en place des règles de gestion à ce niveau-là. Conditional access. Lors de la conception du réseau virtuel d'un VNet, effectivement, il faut se poser de bonnes questions. Est-ce que ma ressource, donc sécuriser l'accès au réseau, est-ce que ma ressource doit être disponible depuis Internet ou elle doit être disponible depuis un réseau interne ou entre mon réseau interne de mon entreprise et le cloud Azure, effectivement, j'ai donc une express route qui est un réseau vraiment, enfin, donc, qui fait que le cloud est une extension en fait du data center interne. Donc vraiment, voilà, d'où ma ressource doit être accessible, doit être disponible. Il faut identifier les dépendances, le load balancer, gateway, une virtual machine, de façon à sécuriser et à bien configurer nos appliances virtuelles. Donc configurer le réseau et son sous-réseau, bien entendu. Faire attention qu'il n'y ait pas de conflit d'adresse IP entre nos deux environnements. Et l'Azure Bastion. L'Azure Bastion, pour moi, c'est vraiment c'est la solution à mettre en place pour se connecter sur des machines d'infrastructure qui se trouvent dans votre cloud. Aussi bien ADP qu'en SSH. Pourquoi? Parce qu'Azure Bastion n'a pas d'adresse IP. Azure Bastion est une machine qui est uniquement accessible depuis votre portail Azure. Je me connecte sur mon portail Azure pour me connecter à mon Bastion pour faire ma gestion derrière. Voilà. Moi, je suis sûr que derrière, et puis je bénéficie du MFA, bien entendu, pour me connecter sur mon Azure Bastion. Donc, je suis sûr que j'ai qu'un seul VM qui me permette d'accéder à mon environnement. Et l'environnement dans lequel je me connecte n'est pas accessible depuis l'extérieur. Voilà. Et là, j'ai vraiment un environnement qui est sécurisé, qui n'est pas accessible, où il n'y a pas d'adresse IP publique qui se promène, qui est vraiment sécurisé depuis pour piloter mon infrastructure Azure. Donc quand je dis pas d'IP public, ça dépend aussi de votre environnement qu'est-ce que vous déployez dans le cloud Azure, bien entendu. Donc réduire la surface d'attaque, c'est vraiment quelque chose qui pour moi qui est vraiment important. Donc DNSG des firewalls pour pouvoir justement gérer les requêtes autorisées dans votre environnement. Supprimer les groupes utilisateurs qui sont inutiles. Voilà, ça sert à rien d'avoir Enfin, vraiment mettre une gouvernance autour de la gestion des utilisateurs. Un utilisateur qui arrive, un compte est créé, lorsqu'il part, ben, le compte est supprimé. Mettre en place une gouvernance à ce niveau-là, c'est vraiment important. Voilà. Restreindre aussi la possibilité de créer des comptes des comptes utilisateurs et des groupes, bien entendu. Voilà, il y a certaines personnes qui ne peuvent le faire, donc pour ça on utilise les rollerback. Mettre en place une stratégie de groupe d'accès au dossier, effectivement, lorsque je mets en place des fichiers accessibles dans mon cloud Azure, je mets en place toute une gouvernance, une stratégie derrière pour sécuriser ces accès. Voilà. Tel groupe de personnes a accès à telle donnée. Bien sûr, bon, toutes les données sont chiffrées, hein, ça c'est important. Chiffrées données, aussi bien comme je disais tout à l'heure, en transit, les données au repos et les flux de connexion. Voilà, tout ce qui est consigner les unités d'activité, tout ce qui est fait dans le cloud doit être consigné. Donc là, on utilise une solution telle que de log analytique qui va me permettre de savoir ce qui s'est passé, qui est accédé à quoi, qui a fait quoi, qui a créé quelle ressource. Bien sûr, on planifie des scans antivirus et déployer régulièrement les mises à jour. À savoir que maintenant, la solution donc Microsoft Update va vous permettre de gérer les mises à jour de vos machines Windows et aussi de vos machines Linux. Donc si vous mettez des infrastructures Linux et Microsoft dans le cloud, pensez à mettre en place, à configurer donc l'anciennement Windows Update sur l'ensemble de vos environnements et planifier cette maintenance. Voilà. Les maintenances est fait effectuer à telle heure, à tel moment. Verrouiller les acteurs registres par rapport aux machines Windows. Machine Linux, elle, n'ayant pas de registre. Mais configurer sa solution firewall, ce qu'on disait tout à l'heure. Faire attention au niveau des proxy pour sécuriser les flux sortants. Et faire attention, bah voilà, je n'autorise que tel flux, tel port et tel port sur mon environnement, vers telle adresse IP ou depuis telle adresse IP. Voilà. Donc sécuriser l'accès à Internet, donc passer par, enfin, éviter tout ce qui est protocole RDP directement public sur Internet, ça on va éviter quand même, d'où la solution Bastion qu'on a vu tout à l'heure. Mettre en place une solution de type VPN
Pointacite ou ExpressRoute pour m'assurer qu'effectivement, bah, lorsque je me connecte sur Azure, je n'y vais pas directement. Je n'y vais pas une solution VPN. Je me connecte via mon environnement on-premise qui lui a les accès vers mon environnement Azure. Avec le MFA pour la double authentification pour me connecter. Et surtout suivre les recommandations de Azure Advisor qu'on a vu tout à l'heure et Azure Security Center qui vont donner les bonnes pratiques, comment optimiser mon cloud Azure, optimiser ma sécurité et me dire ben voilà, effectivement, il manque ça ou ça ou ça. Azure Security Center, on va le voir tout à l'heure, vous permet d'avoir une notation, de dire ben voilà, la meilleure note c'est celle-ci, comment est-ce que je peux faire pour avoir cette meilleure note. Donc on a vu tout à l'heure donc la partie gestion des flux, sécurisée, encryption. Maintenant, la gestion des secrets, c'est important. Donc pour ça, il y a la solution Azure Key Vault qui est disponible dans Azure, qui va vous permettre de stocker donc des mots de passe, de stocker des certificats, et ces certificats et ces mots de passe ne seront accessibles que depuis des comptes de service qui, eux, vont se connecter à Key Vault pour pouvoir s'authentifier. De façon, par exemple, à ce que vos développeurs n'aient pas accès au Key Vault. Vos développeurs développent des solutions, vont faire appel à Key Vault via un compte de service, via un compte dont ils ne connaissent pas le mot de passe, ils vont juste le référencer, ce compte-là va récupérer les informations de Key Vault pour faire telle ou telle action. Donc de façon à ce que vos secrets ne soient pas accessibles par n'importe qui. Et ben on va faire un petit présentation sur Azure Key Vault justement. Donc j'ai un Key Vault qui est ici. Hop, on va prendre celui-là ou l'autre plutôt. Key Vault PMC. Hop, qui est là. Voilà. J'ai mon Key Vault qui est disponible. Donc j'ai des logs d'accès, bien sûr, mon Key Vault, donc qui a accès, qui a fait quoi. Mon Key Vault est sécurisé via IAM, donc il n'y a que tel ou tel compte qui ne peut accéder à mon Key Vault. Dans mon Key Vault, qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir des clés, je peux générer des clés. Je peux importer des clés aussi, ça c'est important. Donc là, j'ai généré une clé, on va l'appeler comme on veut. Test clé. Test clé, c'est très bien. Sudo RSA en 2048, c'est très bien. Cette clé, par contre, je peux lui donner une date d'expiration, une date d'activation. Elle va être activée par exemple dans une semaine. Elle va être visible que pendant un mois. Je peux mettre des tags. Honneur, par exemple, honneur PMC, par exemple. Hop. Tac. Le propriétaire, c'est moi. Voilà, par exemple, on met un tag. Et je la crée. Voilà, ma clé est créée. Je peux aussi importer ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc lorsque je vais importer une clé, tac, je vais la générer, je veux importer ma clé. Non, je veux importer un certificat. Je vais importer un certificat. Je reviens dans mon clé. Hop, Key Vault. J'ai un certificat. DNS name. Ah, c'est là. Là, j'importe mon certificat. Donc je donne mon nom et mon certificat. Je sélectionne mon fichier et je l'importe et j'ai ma mot de passe. Voilà. Et c'est pareil dans les clés aussi. Juste mon Key Vault. Hop, je crée une clé. Mais je peux importer justement. J'importe un fichier. Ce fichier-là, il a un login et un mot de passe. Et ces logins et mot de passe seront utilisés dans telle ou telle application. Et je peux bien sûr désactiver si besoin. Par la même chose. Hop, j'ai mon Key Vault. Tac, tac. Access Policies. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de dire, ben voilà, ce compte que j'ai créé, qui a accès à mon Key Vault, il ne peut faire que telle ou telle chose. Il y a des permissions. Il ne peut peut-être que lister. Il ne peut peut-être que mettre à jour. Il ne peut que créer. Voilà. Je peux filtrer les permissions du compte qui a accès à mon Azure Key Vault. Mon Azure Key Vault, il ne peut accéder ou être accessible que depuis un endpoint, que depuis un VNet ou un subnet que j'ai créé dans mon environnement Azure. Et que lui qui peut accéder à mon Key Vault. Est-ce que mon Key Vault a des problèmes de sécurité? Voilà.
des métriques, des workbooks, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Mais en règle générale, voilà, on a pu voir l'accès policies, donc tel ou tel, mon compte n'a accès qu'à telle ou telle chose dans mon Key-Vault. Je peux apporter des clés, je peux générer des clés, apporter des certificats, créer des certificats, et filtrer via des rôles IAM l'accès à mon Azure Key Vault. Key Vault, c'est vraiment important, il faut vraiment l'utiliser, voilà, il est pour gérer vos secrets. Azure Sentinel. Donc Azure Sentinel, c'est une autre solution, c'est la solution SIEM. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, c'est lui qui va analyser vos logs depuis Log Analytics ou depuis Azure Security Center, les logs de votre VM. Il peut aussi s'interfacer via des connecteurs à d'autres sources d'informations de gestion de log de votre environnement. Azure va pouvoir se connecter dessus. Et ça que j'ai dit, c'est vraiment un excellent complément à Azure Security Center. Voilà. La sécurité des services managés. Donc là, c'est un autre. Là, c'est on entre donc dans la. On a mis en place une infrastructure dans le cloud. Cette infrastructure dans le cloud, en fait, elle va être accessible depuis des services managés, donc depuis une application gateway en règle générale. Et pourquoi il faut sécuriser votre cluster AKS via, bon, je parle souvent d'AKS, hein, via une application gateway, c'est que l'application gateway en fait fonctionne au sein de votre région. C'est un load balancer du niveau 7. Il fait la terminaison SSL et il a une fonction WAF. C'est-à-dire qu'il va filtrer les flux entrant sur votre cluster AKS. Il va vous protéger des problèmes d'injection SQL, des attaques DDoS ou des exécutions de scripts. Azure Front Door fonctionne de la même manière. Front Door, c'est nouveau. Et ça a la même fonction qu'un application gateway. Par contre, ça fonctionne au niveau mondial. C'est-à-dire que vous avez votre Front Door. Dans vos Front Door, vous avez vos application gateway qui sont dans différentes régions. Et ensuite, vous avez vos clusters AKS. Voilà. Réseau Private Link, bon, ça permet d'accéder à vos sites managés depuis des réseaux privés virtuels. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est Private Endpoint. Voilà. Mon réseau a accès à tel ou tel service managé, uniquement lui. Voilà. Ce qui vous permet d'éviter que votre application sorte par Internet et revienne dans le cloud Azure pour accéder à un service manager. Il va passer par le backbone de Microsoft, par réseau interne. Donc ça limite, ça vous permet d'éviter des coûts supplémentaires en fait, au niveau de votre bande passante. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de votre SIEM, donc d'Azure Sentinel, qui se connecte bien sûr à Log Analytics, Log Analytics, ça va vous permettre de connaître l'ensemble des logs par rapport à votre VM. Bon, on va se connecter sur notre portail Azure et on va regarder ça. Log Analytics. Log Analytics PMC. Voilà comment ça se présente, Log Analytics en fait. Donc, pareil, on se retrouve toujours à la gestion des rôles IAM. Et on va descendre un petit peu, parce que c'est là que c'est assez intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a notre virtual machine, Ubuntu, qui elle est interconnectée avec ce Log Analytics. Alors, on peut déconnecter, on refresh, etc. Ça ne nous intéresse pas trop. Voilà, ViewLog. Voilà. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet de voir un petit peu ce qui se passe. J'ai créé mon log analytique, j'ai interconnecté avec ma VM, et maintenant, ce qui va me permet de lancer des runbooks, en fait, pour voir les temps de réponse, pour voir ce qui s'est passé derrière. Hop, derrière. Bon, là, j'ai pas de souci, effectivement, c'est une VM qui a été créée, mais il n'y a pas grand-chose, mais ça me permet de voir un peu comment ça se passe, en fait. C'est vraiment des scripts. Voilà, log analytique, c'est des scripts que vous pouvez exécuter sur votre VM pour vérifier telle ou telle chose. Donc là, là j'ai interconnecté avec une VM, mais ça marche aussi avec un storage account. Ça marche aussi avec d'autres choses en fait. Ouais, je peux lancer des tests, est-ce que j'ai des problèmes de latence? Je peux lancer des choses. Voilà, hop. Ouais, effectivement, j'ai pas de soucis, Voilà. Il y a une chose qui tourne, voilà, il n'y a pas de problème. Ça fait de récupérer des logs, faire des alertes, enfin voilà. Voilà comment ça se présente. Notre log analytique. Donc ça permet de vérifier les mises à jour.
Voilà, il n'y a pas de point d'authentification, on va essayer de point d'authentification, on va dire de sécurité, etc. Les comptes de stockage, ça c'est important. Les storage account, en fait, c'est ce qui, c'est assez important, parce qu'il faut écrire, c'est des environnements qu'il faut sécuriser. Pourquoi? Parce que c'est là où sont se trouver les données confidentielles, les données de vos utilisateurs, qui souvent peuvent être sensibles, donc peuvent des informations personnelles. Donc ces données doivent être chiffrées, doivent être sécurisées via Airbag. Il y a une gestion des clés qui est mise en place, comme je vais vous montrer, qui va permettre de régénérer des clés si une des clés est compromise. Et la possibilité de mettre en place un système d'utilisateur d'accès partagé, c'est-à-dire que votre lien, vous pouvez, les fichiers qui sont hébergés sur votre storage account peuvent avoir des liens qui ont une certaine durée. J'envoie ce lien-là pour que mon client puisse récupérer ce fichier-là, et ce lien que je lui envoie a une durée qui est définie. Le token SaaS devait être hébergé dans Azure Key Vault. Voilà, il y a des tokens les héberger dans Key Vault. Et sécuriser Key Vault, bien sûr, avec Azure Active Directory, dire bah voilà, tel compte utilisateur a tel droit, et ce droit lui permet de faire que telle ou telle chose au niveau de mon storage account. Hop, je vais dans mon storage account. Hop, qui est ici. Voilà. L'ex key. Voilà. Je peux faire une rotation des clés. Par exemple, voilà. Ma clé 1, je vois qu'elle est compromise, je clique dessus, je régénère ma clé. Voilà. Les tokens SAS que je vous disais tout à l'heure, le SAS, voilà, il est écrit la date d'expiration de tel moment à tel moment. Voilà. La connexion se fait uniquement HTTPS sur mon storage account. Ce qui est important, bonne pratique. L'encryption, elle est faite comment? Vers mes clés qui sont hébergées qui sont générées par Microsoft. J'ai la vue sécurité. Directement, j'ai la vue avec Azure Security Center. Est-ce que j'ai une compromission au niveau de mon storage account? Mon storage account, je peux y accéder donc par différentes manières. Donc, hop, je clique dessus, j'accède à mon storage. Je peux importer un conteneur, je peux importer un fichier, je peux importer des choses. Voilà. File donc je peux interconnecter mon storage account avec un serveur Windows pour qu'il fasse office de serveur de fichiers. Voilà, j'ai pas mal de choses qui sont assez intéressantes au niveau de mon storage account. Et toujours pareil avec Azure Advisor, comment est-ce que quelles sont les bonnes pratiques que je peux appliquer à mon storage account par rapport à la façon dont je l'ai conçu, comment est-ce que je peux améliorer cette conception. Voilà. Par une des endpoints, pour que mon storage account soit accessible depuis l'extérieur, comment est-ce que je le connecte. La base de données Azure SQL, pareil. Donc effectivement, lorsque vous êtes dans le cloud, souvent aussi, c'est pour ne pas avoir à vous soucier de la maintenance de votre sorte de base de données. Mon sorte de base de données, je l'ai créé dans Azure. Je sais qu'il est sécurisé parce qu'il est dans l'environnement Azure. Mais maintenant, effectivement, Microsoft s'occupe de faire en sorte que mon service soit toujours up. Par contre, c'est à moi de faire en sorte que mon serveur SQL soit sécurisé. Donc, je, qu'est-ce qu'Azure SQL? Donc, c'est une base de données managée, hautement disponible et sécurisée. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai créé dans Cloud Azure. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dessus, j'ai un pare-feu intégré. Ce pare-feu, c'est à moi de le configurer. Je peux mettre en place des whitelists, c'est-à-dire qu'il y a telle ou telle adresse IP qui peut se connecter à ma base de données. C'est à moi de la configurer. Le pare-feu est au niveau du serveur et non au niveau de la base de données. Donc ça, c'est important. Mes données sur Azure SQL sont chiffrées au repos, c'est que ma base de données est chiffrée. Et SQL Server, donc chiffre et déchiffre et données en transparence. Donc moi, je ne me rends pas compte. Les performances, elles sont toujours là, par contre. Hop, et ben on va voir mon serveur de base de données que j'ai créé. SQL PMC, qui est ici. Voilà. Mon serveur de base de données, donc j'accède avec mon client habituel. Mais je peux sécuriser les transactions. C'est-à-dire que je peux sécuriser, voilà.
Actuellement, j'ai mis en place un endpoint, c'est-à-dire que j'ai que mon serveur, là, qu'on a vu tout à l'heure, mon serveur Ubuntu, qui ne peut se connecter à mon serveur de base de données. Voilà. Il n'est pas accessible depuis l'extérieur. Il est accessible que depuis mon réseau interne. Je peux autoriser les services Azure à se connecter à ce serveur. Voilà. Je peux m'autoriser moi, mon adresse IP public, à me connecter à ce serveur si j'ai envie. Voilà. Je peux récupérer différentes choses. Et je peux aussi les supprimer. Je vais sur mon serveur de base de données. Azure Security Center. Derrière, est-ce que j'ai mon serveur de base de données est compromis? A priori, non. Voilà. Pas en sévérité minimum, mais c'est des petites choses que je peux faire moi pour améliorer ce serveur. Voilà. Actuellement, je n'ai pas activé l'audit. Ça va de le faire. Au niveau de ma souscription. Mon utilisateur, voilà, j'ai un souci au niveau de mon compte d'administrateur de base de données. Donc c'est une sévérité médium. Tac, tac. Donc là, voilà. Ma base de données est bien encryptée. Ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est transparent pour moi. Et donc on a fait le tour sur la partie SQL. On a vu le whitelist IP, on a vu que c'était bien chiffré, on a vu que c'était bien activé, et on a vu le pare-feu. Dire voilà, ma base de données est accessible que depuis tel ou tel environnement. Azure Monitor, donc c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'il permet d'avoir de journaliser les activités effectuées au niveau de mon cloud Azure, d'avoir des mesures de performance, d'avoir des indicateurs, ça c'est relativement important, de pouvoir aussi gérer mes logs, comme on l'a vu tout à l'heure, et on va se connecter pareil sur Azure Monitor. Explorer métrique, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Au niveau de mon ressources groupe. Tac. Hop, par exemple, et j'applique. Voilà. Donc là, par exemple, sur ma souscription master, donc j'ai sélectionné donc les différentes machines virtuelles. Bon, je n'ai qu'une seule pour tester. Et effectivement, j'ai des diagnostics. Je peux voir les performances de mon serveur de base de données. Donc l'important, c'est lorsqu'on crée une ressource dans Azure, automatiquement l'interconnecter avec votre Azure Monitor. C'est à vous de choisir, lorsque vous configurez votre ressource, de pouvoir l'interconnecter avec Azure Monitor. Ce n'est pas d'office. Bien penser à le faire, ça. Donc là, notamment, ouais, je peux avoir des vues sur les IOPS, je peux avoir des vues sur pas mal de choses, effectivement, par rapport à Azure Monitor. Donc Azure Monitor, c'est pour, voilà, c'est pour des graphes, et Log Analytics, c'est pour les logs. Voilà. Et c'est deux solutions à mettre en place dès le début. À penser dès la conception, on y pense, on rajoute ces environnements-là. Donc voilà. Sur la sécurité, donc on va refaire une passe sur Azure Security Center, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui pour moi est vraiment important. Donc on revient sur Azure Security Center. Donc Azure Security Center qui est gratuit pendant 30 jours et qu'ensuite derrière, bah, on vous payez donc aux ressources qui sont supervisées. C'est pas ça. Security Center. Ah tiens. Conditional Access, tout à l'heure on en avait parlé en fait. Ça me permet de dire bah, effectivement que telle ou telle personne effectivement j'active les MFA par rapport à ça. Bien penser à le mettre en place. Security Center. Voilà. J'arrive dessus. Donc effectivement, le MFA, ce que je disais tout à l'heure. Donc effectivement, on a vu qu'il y a une vulnérabilité au niveau du compte DBO, des choses qui sont à corriger.
au niveau de ma souscription. Voilà. Donc il a fait son test. Voilà. Tac. Secure score. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Azure donne un score par rapport à notre environnement. Notre environnement est conçu de telle façon. Il y a telle ou telle faille, telle bonne pratique qui ne sont pas appliquées. Si je les appliquerais, j'arriverais à tel ou tel, j'arriverais à un score important. Le but, c'est de se rapprocher, bien entendu, de 100%. Voilà. En cliquant là-dessus, je vois les différentes recommandations par rapport à l'ensemble de mon environnement. J'ai MFA qui doit être activé. J'ai à prendre par rapport à des différents ports. Voilà, donc tout ça, c'est bon. Voilà. J'ai des remédiations que je pourrais mettre en place. Et ce qui est assez intéressant, donc là, c'est pas le cas, mais il y a ce qu'on appelle le one click. C'est-à-dire qu'il y a une recommandation que je peux activer directement en cliquant sur un bouton. Et Microsoft actuellement, ce qu'ils essaient de faire, d'automatiser justement les bonnes pratiques via des one click. Là, pour l'instant, j'en ai pas. Voilà. Bon, c'est que j'ai pas non plus beaucoup de ressources qui sont déployées dans mon cloud, hein. C'est un lab, donc voilà. 12 sur 16 recommandations qui sont complètes, donc je suis pas trop mal, hein. Donc j'ai un texte de compliance, effectivement, ça va être intéressant. Azure Defender, voilà, qui est activé, effectivement, bah voilà. Azure Defender est activé sur mon serveur, est activé sur ma base de données, sur mon DNS. Azure Firewall Manager, je n'en ai pas. En fait, si j'avais des firewalls, si j'avais déployé donc Azure Firewall au niveau de mon environnement, effectivement, je pourrais le piloter et l'administrer depuis Azure Security Center. Mais là, c'est pas là, je n'ai pas cette solution de déployer. Ce qui est assez important, voilà, c'est si vous mettez en place une infrastructure de type Hub and Spoke, donc effectivement, j'arrive sur mon application gateway, j'ai mon Azure Firewall et que derrière j'ai différents clusters AKS dans différentes souscriptions. Là, je peux mettre en place un Azure Firewall et effectivement, ça me permettrait d'avoir la vue centralisée sur mon Azure Firewall, sur mes différents environnements qui sont déployés derrière. Donc là, il y a vraiment, là, ça pourrait avoir un intérêt. Hop. Donc correction en one click, c'est ce que je vous ai dit. Et donc il y a aussi la possibilité d'exporter ces recommandations, effectivement. Voilà. Donc ça fournit des recommandations au niveau des bonnes pratiques de sécurité, de chiffrement des données, gestion des flux et sécurité des comptes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les MFA. Et effectivement, ça me permet aussi de recevoir un mail, d'être alerté. À partir du moment où j'ai déployé mon environnement, je suis donc honneur de mon ressource groupe, je peux recevoir des mails qui me disent effectivement, bah attention, là il y a une vulnérabilité qui a été trouvée au niveau de votre base de données. Je reçois des alertes par mail. C'est relativement important pour pouvoir justement penser à corriger ces problèmes. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, c'est à vous.